Pendant 2000 ans, en Amérique centrale, les Mayas ont bâti des royaumes. Ils ont développé une civilisation florissante. Puis ils ont mystérieusement disparu. En quelques centaines d'années, la forêt a fait disparaître leurs temples, leurs palais, leurs observatoires astronomiques. Et leur histoire s'est perdue, recouverte d'un manteau végétal. Les Mayas sont véritablement l'une des 5 grandes civilisations de l'histoire du monde. Et on peut se dire que les hommes qui ont fait tout cela étaient les maîtres de leur temps. Leur ville était comme Paris, Londres, New York ou Los Angeles aujourd'hui. Quand ils étaient assis en train de créer des décors comme cela, comment auraient-ils pu imaginer que 2000 ans plus tard, nous serions au milieu d'une jungle tropicale à contempler leurs ruines abandonnées? Au Guatemala, la fouille d'une cité méconnue promet de nouvelles découvertes. Située entre les plus grandes villes du monde maya, Nachtun était le chaînon manquant de l'histoire régionale. Abandonnée par les siens il y a plus de 1000 ans, oubliée par les premiers archéologues il y a 100 ans, Nachtun est l'une des dernières villes de l'âge d'or maya. Aujourd'hui, elle renaît. Nachtun, située à l'extrême nord du Guatemala, tout près du Mexique, est enfouie au plus profond de la forêt tropicale. Elle est si difficile d'accès que depuis sa découverte en 1922, aucune expédition sérieuse ne s'y est rendue pour la fouiller. Et la ville maya fut entièrement oubliée. Jusqu'à ce que 2 archéologues français, Philippe Nondédéo et Dominique Michelet, se penchent sur les récits de son découvreur. Nachtun, c'est un mot maya, mais c'est un mot qui a été créé par un des premiers visiteurs du site, Sylvanus Morlet, qui était un grand spécialiste et qui a passé une grande partie de sa vie à la recherche des stèles. Et donc Morlet arrive ici dans les années 1920. Il a beaucoup galéré pour venir ici et, considérant que c'est l'endroit le plus perdu qu'il ait jamais trouvé, il lui donne le nom de Nachtun. Tun, ça veut dire pierre, et Nach, c'est loin. Les pierres lointaines, les stèles qui sont complètement paumées. C'est ça que ça veut dire, Nachtun. Mais ça n'a rien à voir avec le nom traditionnel, ancien, du site au moment où il était occupé, bien sûr. Sylvanus Morlet n'est pas le premier homme du XXe siècle à avoir pénétré dans la forêt guatémaltèque. À cette époque, des ouvriers chicleros sont envoyés ici à la recherche d'une gomme à mastiquer végétale, le chicle, à partir de laquelle on fabrique les premiers chewing-gums. Ces ouvriers, généralement mayas eux-mêmes, arpentent les forêts et tombent sur des grandes cités, des inscriptions, des stèles, et rapportent toutes ces informations à leur chef. Les sociétés nord-américaines qui les emploient alertent à leur tour les archéologues. Et c'est comme cela que Sylvanus Morlet visite Nachtun pour la première fois. Nachtun, c'est aujourd'hui un camp de 80 personnes. Une équipe chargée de l'intendance, des archéologues et des ouvriers qui vivent ensemble chaque hiver depuis 5 ans.
Chaque matin, le rituel est immuable. Dès 4 heures, les cuisinières sont au travail. À raison de 5 tortillas par repas et par personne, elles doivent faire 1200 tortillas par jour. En ce premier jour de fouille, les archéologues sont eux pris d'un certain vertige. Vont-ils arriver à comprendre cette ville, relier son destin à celui de ses prestigieuses voisines, imaginer la vie de ses habitants? Macario, José Pop, Raimundo. Ils n'auront cette année que 60 jours pour raconter l'histoire de cette cité maya de l'aube à son crépuscule. 6 heures du matin, les membres de l'équipe se dispersent dans la forêt vers les sites de fouilles qui s'étalent sur plus de 200 hectares. Ici, chaque monticule est un bâtiment enseveli. Chaque relief cache la possibilité d'une découverte inattendue. La végétation a envahi la cité et l'érosion menace de faire disparaître les monuments les plus intéressants. Pour Philippe Nondédéo, le directeur du projet, et Dominique Michelet, qui a conduit des recherches sur 13 autres sites mayas, Nachtun est un défi scientifique rarement relevé. Quand on est arrivé donc sur ce site, on a pu rapidement découvrir à peu près 600 structures qui constituent en fait les zones résidentielles où vivait la plupart de la population de la cité. Donc avec toute une série de temples, de pyramides, de places principales, de palais, et qui nous racontent en fait l'histoire politique et dynastique de Nachtun. Et à l'heure actuelle, puisque chaque année on découvre des monuments supplémentaires, on a à peu près 70 stèles et hôtels qui sont donc répertoriés dans la cité. La difficulté, premièrement, c'est évidemment la forêt. On n'a pas une vision d'ensemble pendant très longtemps de ce qui nous attend. Bon, alors quand l'architecture est encore debout, il y a un certain nombre de bâtiments dans Nachtun qui ont conservé leur façade. À ce moment-là, pas de problème. Mais quand tout est effondré, ça devient un monticule, ça devient une colline quand c'est les plus grands. Et il est assez facile de confondre une colline naturelle avec les restes d'un grand temple. Il y a quand même des centaines de bâtiments, et l'enregistrement de ces centaines de bâtiments, ce sont des années de travail en réalité. Quelle est l'histoire de Nachtun? Comment cette cité a-t-elle pu se développer et quel rôle a-t-elle joué au sein des basses terres mayas? À l'ouest du site, dans sa partie la plus ancienne, les chercheurs consacrent leurs premiers travaux à une drôle de colline, sur laquelle 3 petits temples occupent le sommet. Ces 3 temples forment ce que l'on appelle un groupe triadique. Présents au cœur des cités mayas, on ignore encore leur véritable fonction. Une des premières interprétations qui a été donnée, ça a été de considérer que les temples représentaient les 3 pierres sur lesquelles sont cuits les aliments. Et on a l'idée d'une cosmogonie qui mettrait au centre un foyer primordial, le premier foyer qui ait existé au moment de la création, où il fallait bien cuire quelque chose sur 3 pierres, et les 3 temples seraient ces 3 pierres-là. Bon, ça a été une première interprétation. Depuis, il y a des gens qui se sont dit que peut-être bien ces temples-là pourraient être en relation avec un culte au maïs, et un maïs avec les éléments qui sont essentiels pour lui, c'est-à-dire d'une part la pluie et d'autre part le soleil. Ça, c'est une possibilité. Et puis, bon, on sait aussi que c'est un système qui a une dimension politique. C'était probablement le lieu où on célébrait aussi des événements politiques et pourquoi pas les intronisations des chefs. À quoi ressemblait le groupe triadique? D'accord. Alors, le point, c'est comment il s'appelle? 30123. Depuis 5 ans, le travail des archéologues se double d'un travail de géomètre. 30. 123. Ça, c'était un simple croquis du triadique.
Grâce aux données topographiques, ils établissent un premier plan de la ville. Les édifices sont ensuite comparés à ceux des villes voisines. La modélisation 3D permet alors de découvrir la cité à chacune des étapes de son existence. Au stade auquel on est, on se contente de déjà voir ce qu'on voit en superficie, c'est-à-dire l'étape finale. Au moment où le groupe triadique est édifié, à la fin du IIIe siècle, Nashtun débute son expansion. Les premiers palais s'établissent et la première pyramide sort de terre. Mais comment la ville a-t-elle pu émerger du jour au lendemain? Comment un petit hameau de quelques centaines de personnes va-t-il devenir une capitale abritant des milliers d'individus? Pour Dominique Michelet, la réponse à ces questions pourrait venir d'une cité maya voisine. L'archéologue a donné rendez-vous à Richard Hansen, un collègue nord-américain de l'université d'Idaho, qui fouille ce site plus ancien à seulement 20 km de Nashtun, El Mirador. El Mirador est l'une des premières grandes cités mayas. Elle est apparue bien avant Nashtun, vers 600 avant Jésus-Christ. À son apogée, sa population atteint plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Quand on vole à cette hauteur, on peut très facilement voir les sites, puisque les pyramides dépassent. Et naturellement, la plus grande, c'est celle-là. Au second siècle de notre ère, au moment où Nashtun apparaît, El Mirador semble rencontrer des difficultés. Peut-on relier la naissance de Nashtun et la disparition de El Mirador? D'ici, nous regardons la capitale du monde de son époque, au moment de son apogée. Là, c'est la zone résidentielle de la ville. Elle est directement connectée par une chaussée au reste de la cité. Et là-bas, dans l'ombre, on peut voir la grande pyramide de la Muerta. C'est l'une des pyramides les plus volumineuses du monde. Et imagine-toi, sans cheval, sans chariot, sans wagon, sans bœuf, sans mule. Tout ça est le fruit de la sueur et du sang humain. Elle émerge de la forêt du haut de ses 30 à 40 mètres. Maintenant que tu connais son volume global, tu peux certainement faire une estimation des temps de travail à partir des estimations d'Abrams. Oui, on a fait le calcul. 15 millions de journées de travail. 15 millions. C'est énorme. On pense que ça s'est fait pendant la vie d'un seul roi, sur 30 ans environ. Très récemment, Richard Hansen a découvert un bâtiment dont les degrés sont ornés de somptueux reliefs en stuc. Une découverte qui s'ajoute aux dizaines d'édifices du site. Le site occupe aujourd'hui 38 km² d'architecture monumentale. Il y avait non seulement des grands bâtiments, des palais, des murs et des chaussées, mais aussi un extraordinaire système de jardins. C'était des cités vertes. Chaque mètre carré disponible de cette cité était productif. Ils cultivaient des courges, des haricots, du maïs et du coton. Ils cultivaient tout ça ici, ce qui leur a donné le pouvoir économique de bâtir cette incroyable cité. Mais ce n'est pas tout. Les chaussées qu'ils ont construites leur ont permis de relier toutes les cités entre elles et de créer comme ça la première société étatique en Occident. À son apogée, El Mirador surpasse en importance les villes voisines. Pourtant, la découverte d'un système défensif montre que la plus imposante ville maya de l'époque a pu susciter jalousie et convoitise.
Bienvenue au centre de contrôle de El Mirador. Quand tu viens de la Danta, tu arrives ici et tu tombes sur un mur. Oui, il semblerait qu'il y avait aussi de gros murs à l'intérieur. On pense qu'à l'origine, chacun mesurait 20 mètres de haut. Et ce mur, tu l'as sur tout l'est de la ville. Oui, sur 4 kilomètres. Et ensuite, ce mur fait le tour de la ville par le sud et par le nord. Absolument. Ici, il y avait des militaires qui comptaient les têtes. Ils regardaient qui entrait, qui sortait et avec qui ils voulaient parler. Ils montent par ici, passent par là, puis descendent par l'autre côté. C'est un indice intéressant parce que dans ce qui se passe à Mirador à la fin, il y avait aussi probablement une difficulté politique avec des menaces qui planaient dans la région autour de ce site-là, qui était quand même probablement le plus grand encore à l'époque. Donc on construit ce mur, on met un certain nombre de portes qui sont des portes extrêmement contrôlées. D'ailleurs, avec le temps, elles se réduisent de plus en plus, ce qui est encore un autre indice du fait que la menace est en train de croître. Et puis voilà, et puis un jour, ça finit, quoi, hein, ça finit mal. Entre les années 150 et 200 de notre ère, la ville est abandonnée. L'équipe de Richard Hansen n'a pas, à ce jour, retrouvé de traces de bataille ou de combats datant de cette période. Les habitants de El Mirador ont mystérieusement disparu. La population se disperse. Et où va-t-elle? Elle va probablement dans les environs. Et Nashtun est à 20 km d'ici. Donc on peut tout à fait imaginer, même si on manque encore un peu de preuves à Nashtun, que vers 150, il y a un certain nombre de gens qui vont s'installer là-bas et qui viennent de Mirador, bien entendu. Dixième jour de fouille. À Nashtun, les archéologues prennent leur marque, sous l'œil intrigué des habitants de la forêt. Les premiers murs apparaissent, les premiers relevés se dessinent, et bientôt une sépulture est découverte. Pour Emamouté Goudiaby, c'est l'occasion de rencontrer l'un des habitants de Nashtun et de comprendre les rites funéraires de ce peuple. La manière dont les Mayas inhument leurs morts, c'est un peu le grand mystère, parce qu'en fait on trouve très peu de morts comparé à la taille des sites. Par exemple, ici, on est dans un groupe d'habitat qui a une durée d'occupation qui est supérieure à 300 ans, et on a trouvé 6 personnes. Donc à moins d'avoir une espérance de vie hors norme, il y a forcément un autre système de gestion des morts qu'on ne connaît pas. Il est totalement inconnu. Celui qu'on connaît très bien, puisque c'est les seuls qu'on retrouve, c'est la pratique d'inhumer les morts dans l'habitat. Alors on va perforer le sol qui est fait de stuc, une sorte de plâtre, hein, creuser dans le remblai, on va le mettre dans une certaine position, selon une certaine orientation, et parfois avec un certain mobilier aussi. Ça dépend aussi beaucoup du statut de la personne, hein, naturellement. Les personnes les plus importantes seront inhumées souvent dans des temples funéraires ou ce genre de choses, tandis que les gens du commun se contentent de leur habitat. Un petit coup de pinceau. Ouais, un petit coup de pinceau. C'est un monochrome. Fissuré quand même. Quand même bien fissuré là. Ouais, Ouais. qui passe à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas troué. Il n'est pas cassé, alors que ils l'ont pas. Dans une sépulture, sépulture, on s'attendrait plutôt à ce qu'il y ait un trou dedans, mais il n'y a pas vice versa. C'est pas. J'aurais énormément de mal à décrire ce qu'on ressent quand on sort quelque chose comme ça. Je suis pas certain que le sentiment soit descriptible, en fait. C'est parce qu'il y a déjà le. C'est toute une succession de choses. Il y a le stress avant de le sortir, il y a le soulagement quand il sort entier, il y a la satisfaction de voir la forme complète, il y a le simple plaisir de le tenir. C'est très simple et très compliqué à la fois, vraiment.
Je ne nierai pas la bouffée d'adrénaline quand on sort la chose, c'est évident. Très souvent, des plats ou des assiettes sont découverts renversés sur la tête du défunt, et pour la plupart d'entre eux, sont percés d'un trou en leur milieu. Une pratique dont le sens a longtemps échappé aux archéologues. Ça signifie deux choses. Donc, d'une part, on tue rituellement le plat en le perforant, donc il n'a plus aucune utilité. Et deuxièmement, d'après certaines théories, donc ça permet à l'âme du mort d'aller vers le paradis ou vers l'au-delà. Dans le monde maya, tout n'est pas vivant, mais tout est animé symboliquement, magiquement. Et ensuite, à la fin de l'utilisation d'un objet, d'un espace, il faut désanimer l'objet. Et donc le fait de perforer l'assiette, c'est une façon de désanimer l'objet et pour son nouveau destin qui va être d'accompagner le défunt dans sa vie dans l'au-delà. Comment approcher le quotidien d'un peuple, ses moyens de subsistance? C'est l'un des aspects de cette fouille les plus originaux. D'ordinaire, les archéologues se cantonnent au cœur monumental des cités mayas. Leur regard se porte sur les palais et les pyramides. Ici, Philippe Nondédéo s'est entouré de géographes, de botanistes et d'archéozoologues qui se consacrent à l'étude du monde de la forêt ou à l'évolution du climat. Une ethnologue s'est également jointe à l'équipe de chercheurs. Il y a 20 ans, Valentina Wapnarski s'installe dans un petit village d'agriculteurs. C'est le début d'une enquête de terrain qui lui permet d'approcher le quotidien des Mayas, de découvrir leur savoir et leurs croyances. Un travail qui contribue aussi à comprendre les modes de vie du passé. Le village de Copchen, situé au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, est un endroit parfait pour rencontrer une civilisation qu'on a souvent dit perdue et qui pourtant est encore bien vivante. C'est ici que Valentina a appris à parler le maya yucatèque. On voit ici dans ce petit village, qui a une trentaine de maisons, depuis les personnes âgées jusqu'aux petits-enfants parler maya quotidiennement. Les femmes font de la nourriture aussi qui est essentiellement à base de maïs, différents types de tortillas, des boissons aussi d'une très grande variété. Elles sont assises auprès des trois pierres de leur foyer et c'est quelque chose aussi qui est très important dans la culture maya. Donc les Mayas sont là aujourd'hui, ils ne sont pas complètement isolés. Ils sont en contact avec l'extérieur et donc ce n'est pas une société qui a disparu, ce n'est pas une société non plus qui est statique, mais qui a ses propres traits culturels qui diffèrent selon les langues et les cultures régionales. Delio est un agriculteur qui cultive les mêmes espèces et selon les mêmes techniques agricoles que ses plus lointains ancêtres. Pour lui, le maïs est beaucoup plus qu'un aliment. Il est au cœur des croyances mayas les plus anciennes qu'il contribue à perpétuer. Dans le monde maya, la culture sur brûlis est pratique courante. Elle consiste à défricher une surface de forêt à la saison sèche, puis à brûler sa végétation. Le sol, enrichi par les cendres, favorise la croissance des végétaux. C'est de cette façon que le maïs, les haricots et les courges qui forment la base de l'alimentation des Mayas sont cultivés. Grâce au choul, un bâton à fouir dont l'extrémité était autrefois durcie au feu, Delio sème dans chaque trou 4 ou 5 grains de maïs, quelques graines de courge et quelques haricots.
Quand le maïs est à cette hauteur, tu passes dessous avec ta machette pour bien désherber. Et quand le maïs atteint ce niveau-là, et s'il a fini sa croissance, tu vas plier en deux sa tige. Tu les plies toutes. À ce moment-là, les courges et les haricots sont de cette hauteur, et les tiges de courges sont de cette longueur. Elles sont sur le point de fleurir. Tandis que le maïs pousse vers le haut, les courges s'étendent dans son ombre, et les haricots s'agrippent à la tige du maïs pour trouver de la lumière. Un bel exemple de permaculture. C'est une terre qui demande un savoir-faire immense pour pouvoir en tirer vraiment profit. Et on peut très bien penser que les gestes et tout ce savoir relatif justement au cycle du maïs, c'est un savoir qui s'est forgé peu à peu, accumulé, et qui est une expertise qui s'est construite sur des siècles et des siècles d'utilisation de la terre. Nashtun, 20e jour de fouille. La cité continue de se dérober au regard et reste invisible. Dans ces conditions, comment reconstituer une chronologie du lieu? Les stèles que l'on rencontre dans la forêt portent des inscriptions qui se réfèrent à certains épisodes de l'histoire de la ville. Mais elles sont indéchiffrables pour le commun des mortels. Philippe Nondedeo a décidé d'associer à ses recherches un célèbre épigraphiste, Alfonso Lacadena. Alfonso travaille sur les plus importants sites mayas mexicains et guatémaltèques. Ici, à Nashtun, il se confronte à une difficulté particulière. Les stèles sont très abîmées. Leur calcaire est extrêmement friable et les pluies et le passage du temps ont érodé la pierre. L'écriture maya est une écriture de type hiéroglyphique ou logosyllabique. Son fonctionnement est identique à celui de l'écriture égyptienne ou sumérienne. Elle est composée de signes basiques, d'une part des signes qui représentent des mots, ce qu'on appelle des logogrammes, et d'autre part des signes représentant des phonèmes de la langue, les phonogrammes. Ces signes, ces outils, ont permis aux Mayas d'élaborer toutes sortes de textes, créant ainsi les langages qui sont à l'origine des langues mayas modernes. Sur les stèles, les blocs de glyphes se présentent par groupes de 2 colonnes, qu'on lit de gauche à droite et de haut en bas. À l'intérieur de chaque bloc, Alfonso cherche à distinguer le signe principal qui renvoie à un mot et les signes secondaires, ces éléments accrochés au signe principal qui le précisent ou le complètent. C'est de cette façon que le nom maya de Nashtun, Ku Su Tsao, le royaume de la chauve-souris, fut découvert. Au camp, une activité d'une toute autre nature s'organise. Des milliers de tessons de céramique ont été ramassés dans chaque édifice. D'apparence anodine, ils sont pourtant une mine d'informations. Leur forme ou leur décoration permet, par comparaison avec des céramiques déjà connues, de dater les constructions. Mais ce n'est pas tout. Alejandro Patiño, le céramologue du projet, a remarqué que la forme de certaines céramiques rappelle celle d'une ville lointaine, Teotihuacan.
Nous savons qu'il y a toute une série de personnes qui réalisaient des alliances avec Teotihuacan. Nous voyons cela grâce aux céramiques, avec la présence de vases tripodes, que l'on reconnaît grâce à leur base rectangulaire ajourée. Ils sont généralement de cette forme et de cette taille. Mais le plus important, c'est que ce type de forme apparaît dans l'ère d'influence de Teotihuacan. Et on se rend compte que les gens sont très conscients de ce qui se fait dans toute la zone. On retrouve les mêmes caractéristiques à Nachtun, mais aussi à Tikal. On a donc une économie complètement interconnectée. Nachtun, petite ville maya de la forêt tropicale, a-t-elle été en contact avec Teotihuacan au début de son histoire? A-t-elle pu subir l'influence de cette grande ville? Les archéologues s'interrogent. Teotihuacan se situe très loin de la sphère maya, à plus de 1000 km de Nachtun, à quelques kilomètres seulement de Mexico. Vers 400 de notre ère, Teotihuacan est complètement à son apogée. Ça fait à peu près 20 km², il y a à peu près 100 000 habitants. Et c'est manifestement, sans aucune discussion possible, le plus grand site du Mexique à l'époque et de l'ensemble de la Mésoamérique. Il y a aussi assez vite dans cette histoire des populations qui viennent s'agréger, qui vivent sur place et qui sont d'autres régions de la Mésoamérique. C'est donc un site multiethnique, cosmopolite. Il est évident qu'un certain nombre de dirigeants mayas font allusion à un lieu d'où ils reçoivent leur pouvoir. Et ce lieu, symboliquement, c'est obligatoirement Teotihuacan, parce que Teotihuacan est la référence politique et religieuse à laquelle toutes les populations se réfèrent, au moins au 5e siècle. À cette époque, plusieurs groupes ethniques se croisent au hasard des quartiers de la grande cité. Des Mayas, mais aussi des habitants du golfe du Mexique, des proto-tarasques ou des zapotèques. Une fréquentation qui s'accompagne d'une intense activité économique. Alors, ce qui compte à Teotihuacan, c'est effectivement l'aspect économique, bien sûr, mais c'est aussi un centre religieux. Et Teotihuacan, avec ses 3 grands secteurs pyramidaux, est certainement très tôt dans l'histoire de la Mésoamérique un lieu de pèlerinage. On va à Teotihuacan en pèlerinage. Et pas simplement les gens importants. Je pense que les gens ordinaires aussi, c'est presque peut-être une Mecque, après tout, pour un certain nombre de civilisations, que d'avoir fait un jour le voyage à Teotihuacan. Teotihuacan est connu comme la cité où sont nés les dieux. Selon une légende mexicaine, c'est là que les dieux se réunirent pour créer le soleil et la lune. Et c'est peut-être pour les remercier que 2 grandes pyramides furent construites à leur intention. Elles accueillaient des cérémonies que l'on retrouve dans l'ensemble du monde mésoaméricain. Des princes mayas ont-ils participé, eux aussi, aux cérémonies de Teotihuacan? Jusqu'à peu, ce n'était qu'une hypothèse. Mais la découverte d'un trésor de jade dans une sépulture, par le chercheur japonais Saburo Sugiyama, a pu apporter la preuve que les archéologues attendaient. Il y avait 3 personnes. L'individu du milieu, le plus âgé, avait à peu près 45 ans. 45 ans? Oui. Et il portait un collier comme celui-là. Voilà. Comme ça. Extraordinaire. Ça pèse combien de kilos, ça? C'est lourd, non? Oui, tout à fait. Et ça, c'est pour les oreilles.
Excellent. Ce sont des boucles d'oreilles. Tu veux pas essayer? Non, merci. Pour te faire sacrifier ensuite. Et puis, en plein centre, on a trouvé ça. On ne sait pas ce que ça représente exactement, mais c'est sûrement un personnage important, parce qu'il est assis dans la posture du lotus. On pense, à cause de ce type d'offrande, qu'il s'agissait de Mayas. Ça nous indique qu'il existait des contacts étroits et à haut niveau entre les Teotihuacanos et cette famille Maya. Des gens probablement très importants. On enterre les gens avec leur richesse. Et on les enterre au moment où on transforme la pyramide de la Lune. Autrement dit, il y a quelque chose de Maya qui participe à la grandeur de Teotihuacan à ce moment-là. Et c'est ce qu'on a ici dans ce dépôt. Sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, le rayonnement de Teotihuacan influence les modes artisanales et les styles architecturaux, jusqu'aux villes mayas les plus lointaines. Tikal, qui se situe à 60 km de Nachtun, est alors la capitale régionale des basses terres mayas. L'architecture en talus de ces premiers temples rappelle la forme des pyramides de la grande cité lointaine. Ici, on est très loin, on est à 1000 km de Teotihuacan. On trouve effectivement très tôt des copies de ce qui existe dans cette grande cité mythique. Et donc, on a cette signature de Teotihuacan par laquelle les gens de Tikal reconnaissent la prééminence de Teotihuacan et la façon dont Teotihuacan joue un rôle majeur dans l'ensemble du monde mésoaméricain. Vu de Teotihuacan, Tikal apparaît pourtant comme un ennemi potentiel. Son influence auprès des cités mayas qui se développent alors dans la forêt tropicale agace, tout comme sa réussite économique. Pour Teotihuacan, Tikal doit être soumise. Comment Teotihuacan a-t-elle pu conquérir Tikal et Nachtun a-t-elle joué un rôle dans cette conquête? Au moment où le camp débute sa soirée, Alfonso Lacadena, l'épigraphiste de la fouille, s'est enfoncé dans la forêt pour donner une réponse à cette question. Jusque-là, les archéologues doutaient qu'une armée de guerriers de Teotihuacan ait pu faire à pied plus de 1000 km pour soumettre Tikal. Des indices clairs, preuve d'un vrai conflit, manquaient. À Nachtun, une stèle gravée allait dévoiler la stratégie que Siakak, l'émissaire de Teotihuacan, avait déployée. Voilà ce qui est écrit ici. Bolon, Ok, Minanguaye, Bujol, Uyahaute, Siyakak. C'est une pure merveille de pouvoir lire ce qu'ils nous disent. Le texte qualifie le roi de Nachtun comme le capitaine de guerre de Siakak. C'est très important, parce que cela confirme que l'arrivée des Teotihuacanos dans le Petén Maya n'a pas été une action menée par eux seuls. D'autres groupes mayas se sont joints à eux. Et le roi de Nachtun a participé activement à ce conflit militaire. Nachtun, allié de Teotihuacan contre Tikal. Grâce aux effectifs militaires et aux possibilités de ravitaillement offerts par Nachtun, l'armée dirigée par Siakak
pouvait envisager le combat contre Tikal. La pudeur m'empêche d'avouer ce que j'ai fait quand j'ai découvert la stèle. Ça a été une émotion énorme. C'est rare dans une carrière professionnelle de tomber sur un texte aussi important. Le 16 janvier 378, l'émissaire de Teotihuacan arrive accompagné des troupes de Nashtun aux portes de Tikal. Le roi de la cité est capturé, sans doute sacrifié, et remplacé par le fils du dirigeant de Teotihuacan. Tikal devient alors la capitale la plus puissante des basses-terres mayas. « 95, 2395. Nashtun, allié de la première heure de Teotihuacan, a-t-elle été récompensée de sa coopération militaire? C'est quoi comme mur d'ailleurs? C'est le mur antérieur, ça? Dans l'inextricable enchevêtrement de pierres, de murs écroulés et de temples affaissés, les archéologues tentent de comprendre les transformations de la ville à partir de cet épisode. Là, on est sur la pyramide. Il faut que vous vous imaginiez que normalement, il y a un escalier monumental qui va de ce côté-là. Et derrière nous, on a une place qui est un soubassement monumental avec une place centrale et de chaque côté, des édifices qui le bordent. En fait, ça, c'est à vue d'œil. C'est la première étape. Comprendre les volumes, comment ça s'agence, qu'est-ce qu'on va relever, c'est quoi les édifices, etc. C'est très compliqué. Donc il faut se creuser un peu les méninges, essayer de comprendre c'est quoi ce volume, ça correspond à une pièce, à deux pièces, est-ce que la pièce elle est axée nord-sud, est-ouest, comment ça s'agence avec la pièce d'à côté. Donc c'est un peu un espèce de casse-tête en fait. Tout de suite tu vois ça, tu sais que c'est une pyramide. Un gros soubassement avec une place. Les relevés topographiques de cet édifice font apparaître des formes encore vagues de temples construits les uns à côté des autres. Pour Philippe, il s'agit là de l'acropole funéraire de la cité. Édifiée à l'image de la nécropole de Tikal, elle abrite les sépultures des premiers grands rois de Nashtun. Ce qui est émouvant et ce qui nous a touchés lorsqu'on est rentré la première fois dans la chambre en 2010, ce sont ces traces de doigts donc sur la paroi des voûtes, puisqu'on a appliqué donc un enduit de boue à la main et on voit donc le passage des doigts, donc le lissage de la boue sur la pierre, assez nettement sur la paroi. Donc on a là un contact direct avec les artisans du roi qui ont construit donc la chambre. Et puis les murs sont revêtus d'un enduit de stuc, lequel est peint en rouge, c'est de l'hématite. Donc là, on a l'utilisation d'un matériau assez précieux, difficile à acquérir, qui montre le statut du roi et donc sa capacité donc, à acquérir des matières premières recherchées et des biens de prestige. Des richesses qui ont attiré les pilleurs des centaines d'années plus tard. Plus de 300 tunnels creusés illégalement ont été découverts sur le site de Nashtun. Et l'acropole fut l'une de leurs principales victimes. Toute l'information qui a été emmenée avec les pilleurs, c'est de l'information qu'on ne récupérera jamais. Donc par exemple, si parmi les récipients, il y avait le nom peint sur un récipient ou sculpté ou incisé du roi, ben, c'est une information qu'on ne retrouvera jamais. Donc on aura là toujours une belle chambre
très bien construite, d'un personnage important, mais qu'on ne pourra pas associer avec la séquence dynastique que l'on va pouvoir reconstituer à partir de l'épigraphie. Donc il y a une frustration qui est immense, oui. De trop rares objets de Nachtun témoignent de la richesse et des traditions artistiques mayas de l'époque. Tikal et Nachtun échangent alors leur céramique, mais aussi l'obsidienne, le jade, les coquillages et les objets de valeur. Une alliance et une prospérité que les relevés topographiques des archéologues laissent deviner. En ce début de 5e siècle, l'acropole domine de toute sa masse l'ouest du site. Plus à l'est, une nouvelle place, un ensemble palatial et une imposante pyramide transforment la petite ville en une capitale régionale qui, désormais, n'hésite plus à se comparer à Tikal. La cité abrite alors des milliers de personnes. Des artisans et des paysans pour la plupart, qui cultivent des petits champs et exploitent les ressources de la forêt. Trentième jour. Lydie Dussol est archéobotaniste. Elle travaille sur les rapports entre la société maya et son environnement naturel. Lydie cherche des informations sur leur mode de vie à partir d'un travail de fourmi, long et fastidieux. Elle tamise la terre des remblais récupérée dans tous les édifices fouillés de Nachtun. Normalement, là, avec un tamis de 1 mm, on récupère plein de charbon, on récupère des graines carbonisées, et puis aussi pas mal de coquillages qui peuvent servir qui servent pour les études de paléoclimatologie. Trouver des graines, c'est toujours un plaisir parce qu'on n'en a pas beaucoup sur ce site. Et puis la graine, on voit tout de suite ce que c'est. Souvent, on voit que c'est du maïs, on voit que c'est du haricot et c'est ce que les gens ont consommé, donc c'est beaucoup plus proche de l'humain en fait. On a toujours pensé qu'une grande civilisation ne pouvait pas émerger dans un milieu tropical. Donc du coup, c'est très intéressant d'essayer de comprendre comment est-ce qu'ils ont procédé, comment est-ce qu'ils ont géré les ressources forestières, et est-ce qu'il y a eu une surexploitation de la forêt qui les a obligés éventuellement à quitter le site. Il y a une graine, c'est exceptionnel. Dans cet tamis, Lydie trouve, à côté des coquillages et des graines, quelques fragments de charbon de bois. Une découverte qui lui parle d'un autre aspect du quotidien des Mayas. On a assez fréquemment à Nachtun des sépultures dans lesquelles on trouve des couches de cendres et de charbon qui recouvrent les corps. Manifestement, ça fait partie d'un rite funéraire qui aujourd'hui est inconnu. Donc l'intérêt, ça va être d'étudier ces charbons pour voir si on a certaines essences qui sont utilisées spécifiquement pour le rite funéraire et puis peut-être pour leur valeur symbolique. Donc on va essayer de voir ça. Et puis on a des graines aussi. Donc là, c'est peut-être un cas d'une sorte d'offrande ou quelque chose comme ça. Comment approcher des pratiques immatérielles? Comment imaginer la signification des gestes qui accompagnent le choix d'une offrande ou la mise en place de cendres ou de charbon dans une sépulture? En parallèle de son travail de laboratoire, Lydie mène, conjointement avec Valentina Wapnarski, une recherche au contact des populations actuelles. Pour la jeune archéobotaniste, un voyage inattendu débute. À Flores, petite ville touristique des basses-terres mayas, Lydie retrouve Valentina. De l'autre côté du lac, sur le territoire de la réserve Bioitsa, les deux femmes espèrent découvrir, dans les savoirs et les rituels d'aujourd'hui,
des clés pour interpréter ceux du passé. Reginaldo West-Chayash est le directeur de la biosphère Bioitza. Et Adelito, son fils, est devenu au fil des années son bras droit. Leur association sur les rives du lac Petén s'est donné pour objectif de sauver la culture environnementale maya et en particulier de protéger et d'administrer une réserve de 3600 hectares de forêt. Nous sommes un peuple qui a toujours vécu avec la nature. C'est ce que nous aimons. Et on veut continuer à vivre de cette façon, pour que l'héritage que nous ont légué nos ancêtres ne se perde pas. Dans les forêts du Petén voisinent des milliers d'espèces animales et végétales qui représentent pour les Mayas les forces naturelles. Les sapotacées forment la famille d'arbres dominante. Leurs représentants les plus connus, des arbres à résine, sont des arbres indispensables au rituel. On l'appelle palo sagrado ou palo santo, et en langue maya itza, c'est naba. On peut toucher la résine, là? Bien sûr. C'est génial. On utilise cet arbre pour de nombreux rituels et cérémonies, pour enfumer les nouvelles maisons lors de l'emménagement, ou quand il y a une naissance, pour faire fuir les mauvais esprits, pour que le bébé soit en bonne santé et qu'il n'ait pas de maladie grave. Il est essentiel pour nous. La légende dit que cet arbre représente l'esprit de nos grands-parents. Comment les Mayas entraient-ils, ou entrent-ils encore en contact avec les esprits de la forêt ou de leurs ancêtres? À San José, Valentina présente Lydie à Don Gilberto, un Maya qui joue un rôle d'intercesseur entre les deux mondes et qu'on appelle Akkin. Pour ses pratiques rituelles, Gilberto utilise le calendrier Maya de 260 jours. Ça, c'est le calendrier. Regarde. Et aujourd'hui, tu disais que c'est un bon jour. Aujourd'hui, voyons voir. Si, c'est un bon jour. C'est intéressant parce qu'on assiste à une renaissance de savoir calendaire qui était perdu pendant plusieurs siècles, avec des jours fastes, des jours néfastes. Et on retrouve une tradition donc à partir effectivement des savoirs beaucoup plus anciens mayas. Dans ces savoirs et ces pratiques, chiffres et nombres sacrés occupent une place importante. Aux 3 pierres du foyer répondent les 4 côtés du champ et les 5 points qui dessinent la forme des pyramides. Ça représente quoi, ces lignes? Ce sont les 4 points cardinaux. Et le centre? Oui, et le centre. Il y a des rituels de très nombreux types, des rituels pour le cycle vital, depuis la naissance du bébé, et d'ailleurs bien avant, quand les femmes sont enceintes, puis au moment de l'entrée dans la vie et à différentes périodes.
jusqu'au décès. Et ensuite, il y a des rituels pour rappeler les morts. Et ensuite, un ensemble de rituels aussi pour établir un échange avec les esprits gardiens qui aident l'agriculteur durant ces différentes phases et qu'on invoque et qui sont aussi attachés à des lieux différents de la forêt. Mirador, Yaisha, Nakum, Naranjo, Tinan, Tunich, Chichen Itza. Avec l'aide du Copal, le Hakkin convoque les esprits de chaque cité maya antique. Il jette ensuite dans le feu plusieurs séries de 13 graines, puis des treizaines de morceaux de pain dédiés aux Nahual, ces doubles animaux qui accompagnent chaque être humain. Un à un, les 20 Nahual qui correspondent aux 20 jours du calendrier maya sont convoqués par le Hakkin. Le monde de la forêt nourrit les croyances mayas. Chaque espèce possède un esprit maître et les divinités se manifestent en permanence. La ceiba est l'arbre emblématique et national du Guatemala. C'est un arbre d'abondance dont les feuilles, les fleurs et les fruits se consomment. C'est aussi l'arbre principal de la mythologie maya. Le ceiba est un des arbres principaux dans la cosmovision maya puisqu'il représente l'Axis Mundi, donc l'arbre qui soutient la terre et qui unit à la fois l'inframonde, des couches célestes. Dans certaines représentations, on a même les différentes strates en fait de l'univers, une croyance qu'on retrouve encore aujourd'hui puisque les mayas d'aujourd'hui disent que les générations précédentes, en fait, quand elles meurent, vont dans l'une des couches et la portent. Et donc la génération supérieure porte l'autre couche. Et donc ces couches célestes sont à la fois finalement leurs ascendants qui se trouvent là à porter le monde. Selon les histoires de nos ancêtres, les duendes, les esprits de la forêt, vivent ici. J'ai été chercheur de chiclée, la gomme végétale, pendant 22 ans. Mon frère Gilberto était toujours avec moi. Il était très effrayé par les esprits. Alors il a appris à jouer de la guitare pour qu'ils nous laissent tranquilles. La musique leur plaît? Si ça leur plaît? Non. La musique, c'est du poison pour les esprits. Et donc on dit que c'est leur maison ici? Oui, c'est ce qu'on dit. Tous les grands arbres qui ont des racines comme celle-là servent d'abri à tout le monde. Les esprits bienfaisants, les bonnes ombres, mais aussi les mauvais esprits. Ils peuvent se cacher dans les racines de l'arbre. Début de soirée à Nashtun. 45 jours sont déjà passés depuis le début des fouilles. Au camp, chacun a désormais ses habitudes. Avec l'arrivée de la nuit, la fraîcheur s'installe. Les groupes se forment au gré des affinités. Les discussions s'animent. Loin de ses collègues, Dominique a repris son voyage et s'intéresse au 7e et 8e siècle de l'histoire maya. Comment Nashtun a-t-elle traversé cette période? Où trouver de nouveaux indices?
Les basses-terres mayas connaissent tout au long de ces années une intense phase d'instabilité. Petits et grands royaumes s'opposent dans des guerres sans merci. Les alliances et les trahisons se nouent en un instant. Les trônes se renversent et de nouvelles puissances font leur apparition. Calakmul, jusque-là discrète, abrite le royaume du serpent et étend son ombre et son pouvoir. Nashtun, lié à Tikal depuis des siècles, constate avec crainte la montée en puissance de cette cité-État, dont la population a pu atteindre 40 000 habitants. Le royaume du serpent, dans l'histoire des mondes mayas classiques, est un royaume majeur. On en parle dans énormément de sites. C'est un royaume qui s'impose, qui étend ses tentacules dans tous les sens. C'est un royaume conquérant, c'est un royaume expansionniste. Et les différents rois qui revendiquent effectivement cette filiation du serpent vont s'étendre dans toutes les directions. Tikal apparaît alors aux yeux de Calakmul comme un ennemi à combattre. Pour prendre le dessus sur sa grande rivale, Calakmul l'encercle et contrôle peu à peu, en les étouffant, les villes qui sont restées fidèles à Tikal. Ces années de puissance de Calakmul sont capitales pour l'histoire de Nashtun, évidemment, puisque c'est précisément le moment où on a toutes sortes de raisons de penser que Nashtun, pour une fois, et c'est la seule fois dans son histoire, tombe vraiment sous la coupe du royaume de Kan et de Calakmul. Nashtun a-t-elle été soumise par les rois de Calakmul? Jusque-là, aucune évidence archéologique n'avait permis de le montrer clairement. Mais cette preuve existait, au pied d'un édifice. Elle avait l'allure d'une princesse. On reconnaît cette princesse à sa longue jupe, donc un huipil, qui descend jusqu'au niveau des chevilles. Et ce huipil donc est décoré de ce motif de croisillon. Donc à chaque croisillon, on peut imaginer qu'il y avait un petit élément en coquillage qui était représenté. Et ce motif en croisillon est assez caractéristique des princesses de Calakmul. C'est-à-dire que le fait de retrouver ici cette jupe sur une princesse signifie qu'on a certainement affaire ici à une princesse de Calakmul qui est venue épouser ici à Nashtun le roi local. Mais pourquoi cette stèle a-t-elle été décapitée? Et pourquoi l'a-t-on retrouvée sous les marches d'un escalier? Pour les archéologues, ce n'est pas un hasard. La stèle fut enterrée afin d'être piétinée par les habitants de Nashtun. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, cette relation privilégiée avec Calakmul, qui était peut-être un peu plus pesante qu'on l'imagine, les gens de Nashtun s'en sont libérés et ont voulu signifier qu'ils reprenaient leur indépendance à ce moment-là. Et dès que Nashtun a pu s'émanciper de Calakmul, peut-être entre 700 et 730, on a voulu éliminer radicalement la présence et les marqueurs de la domination de Calakmul sur Nashtun. Brisée, piétinée, la stèle de la princesse de Calakmul commémore la victoire et l'émancipation de Nashtun. Cette nouvelle autonomie se traduit par la construction de nouveaux édifices. Jour après jour, les mesures topographiques révèlent leur importance. Point non trouvé. Ça représente combien de milliers de points, la ville de Nashtun? Ouh. Pour l'instant, on n'en a fait qu'une toute petite partie.
Dans les quartiers résidentiels, on a fait il y a 3-4 ans, je pense, on a dû faire à peu près près de 10 000 points. Et puis là, sur ces ensembles où il y a beaucoup plus de choses à voir avec l'architecture, on est à presque 1300 points. Et voilà, c'est fait. On peut parfaitement reconstituer la totalité des édifices à partir de là. Par exemple, quand on a 3 marches plus la hauteur complète du soubassement, en connaissant la hauteur et la profondeur de chacune des marches, on peut dire il y a tant de marches pour monter au sommet. Et c'est pas plus compliqué que ça, c'est une petite opération d'arithmétique simple. Pour le temple là-haut, par exemple, là je suis à peu près sur l'hypothèse de 13 marches. Pour monter au temple, et 13 marches, c'est un chiffre évidemment sacré chez les Mayas, puisque ce sont les 13 niveaux du ciel. Et donc on monte au ciel quand on monte au temple. Au milieu du 8e siècle, le visage de la cité de Nachtun va une nouvelle fois changer d'apparence. La ville continue son expansion vers l'est. Plusieurs quartiers d'habitation, maintenant très concentrés, apparaissent. Un développement important qui contraste avec ce que vivent une majorité de cités mayas. Car dans les basses terres, les conflits qui opposent les grandes cités ne semblent pas vouloir s'arrêter. Les royaumes mayas, en compétition perpétuelle, sombrent dans la violence. À Tikal, un nouveau roi redresse sa ville, qui retrouve richesse et fierté. Il mène bataille contre Calakmul et remporte cette fois la victoire. Mais quelques années plus tard, c'est au tour de Tikal de s'effondrer. Et toute la société maya, jusque-là florissante, s'écroule. Entre 760 et 950 de notre ère, la plupart des grandes cités mayas se vident de leur population. Nachtun, qui assiste à la chute de ses rivales, vit à la même période un dernier apogée. Quel est son secret? Pour le percer, les archéologues s'intéressent à un ensemble de demeures de prestige. Alors la cité à ce moment-là, donc aux environs de 750, est en pleine mutation. C'est-à-dire qu'on a des quartiers qui sont abandonnés et l'occupation donc vient se concentrer ici, donc dans 2 grands espaces de patio qui vont être construits, qui vont abriter donc un certain nombre de familles, et ces espaces vont être articulés avec la nouvelle place centrale qui va devenir le nouveau centre, le nouveau cœur politique de la cité, comme une espèce de refondation de la cité aux environs de 750. Cette refondation s'accompagne des derniers témoignages et des derniers signes d'une royauté dans l'histoire de Nachtun. Sur l'ensemble de ce secteur, on est à côté de la place publique, à côté de la pyramide. Dans cet édifice, on est dans un édifice qui donne vers la pyramide, donc l'occupant il sort et il voit la pyramide en face de lui. C'est quelqu'un qui a de l'importance. Après, on voit aussi que c'est des gens importants au niveau du matériel qui peut sortir. On a des beaux objets, donc on est vraiment dans des maisons de l'élite. Dans les sépultures, par exemple, on va avoir de beaux plats, des plats peints, des plats polychromes. Au-dessus des sols, on arrive de temps en temps à trouver aussi des objets qui ont été abandonnés. Des petits objets comme des sifflets, ce genre de choses. Alors que les cités voisines s'écroulent peu à peu, Nachtun vit un deuxième âge d'or. On a effectivement un paradoxe à la fin de l'occupation de la cité, puisque on a donc cette prospérité qui est assez soudaine et qui est très intense, qui dure pratiquement un siècle et demi, et dans le même temps qui va aboutir inexorablement à l'abandon de la cité.
comment expliquer ce paradoxe? Le système royal de Nashtun a-t-il vraiment disparu? Et si oui, par quoi a-t-il été remplacé? Pour Dominique Michelet, une explication pourrait se trouver au Honduras, dans le site maya le plus au sud de l'Amérique centrale, à Copan. La cité maya de Copan est située dans le fond d'une petite vallée. Comme pour Tikal, Calakmul et beaucoup de ses voisines, l'âge d'or de Copan prend fin au milieu du 8e siècle sous les assauts d'un royaume voisin. Malgré la défaite, le nouveau roi de Copan parvient pourtant à redresser sa cité pour quelques décennies. Les archéologues se sont longtemps demandé comment. Jusqu'à ce qu'ils découvrent un bâtiment d'apparence anodine. Au fronton de sa façade, un motif répété représente une natte tressée. Or, la natte tressée, c'est l'élément sur laquelle on s'assoit quand on a du pouvoir. Quand on a fouillé cette maison-là, on l'a appelée le Popolna, c'est-à-dire la maison de la natte. Et la maison de la natte, c'est obligatoirement un bâtiment politique. Autre indice, 8 statues de dignitaires accompagnées de glyphes ont été placées au-dessus des nattes de la façade. Tout ça nous amène à penser qu'il est possible qu'à ce moment-là, l'astuce trouvée par le pouvoir à Copan pour regagner effectivement de la force a été de proposer à tous les chefs de lignage, à tous les nobles importants de la vallée, une association plus directe avec leur propre pouvoir. C'est-à-dire qu'on reconstitue le pouvoir royal, mais cette fois-ci on le partage avec des nobles. Et ça nous intéresse particulièrement pour Nashtun, puisque à Nashtun, le pouvoir royal a disparu et a été remplacé par le pouvoir d'un certain nombre de familles nobles. Donc ici, c'est plutôt du pouvoir partagé, là-bas, c'est plutôt du remplacement, mais dans les deux cas, on passe d'un système royal à quelque chose de différent. Comme sa lointaine voisine Copan, Nashtun termine le 9e siècle dans la prospérité. Les familles nobles vivent un peu à l'écart de l'ancienne ville, dans ces nouveaux ensembles de patios auxquels on accède par d'étroits passages. Chacun d'entre eux est organisé autour d'une cour carrée et abrite les espaces de vie, de stockage ou d'artisanat. Si le règne des grands monuments semble dépassé, les signes de la vitalité de la ville ne trompent pas. Guatemala City. Des archéologues ont déjà quitté la fouille et débutent un travail qui va, lui aussi, éclairer la vie des habitants de Nashtun. Certaines céramiques sont restaurées, retrouvant pour la première fois depuis des siècles leur aspect d'origine. Mylène Bourdely, l'archéozoologue de la fouille, a eu de son côté une belle surprise. L'animal mythique des Mayas s'était glissé dans ses échantillons. Jusqu'à présent, j'avais essentiellement des animaux qui ont été consommés, donc des cerfs, du pécari. Et là, j'avais mis de côté ce sac puisqu'il s'agissait d'une sépulture. Et quand j'ai commencé à sortir les éléments, je suis tombée sur un os des pattes. Et je me suis rendu compte que c'était un carnivore, un jeune. Et en avançant un peu dans la détermination, j'ai pu me rendre compte que c'était un gros félin, donc un félidé. Et surtout que quasiment toutes les parties du corps étaient représentées. Donc oui, c'est vraiment génial. Donc, c'est en train de m'expliquer.
La question, c'était de savoir s'il avait été sacrifié. Éventuellement, sur quel ossement je peux retrouver ça? Alors, si l'animal a été sacrifié, tu vas avoir des traces de sacrifice, donc de découpe, au niveau probablement de la gorge, parce que c'est souvent à ce niveau-là que ça se produit. Et là, tu vois, il y a une trace de découpe, justement, sur l'animal. Juste ça, d'accord. Parce qu'ils ont été super forts. Le jaguar est l'animal emblématique des Mayas. Symbole de force et de courage, il est souvent associé aux guerriers, mais aussi aux prêtres et à la royauté. Le jaguar est fréquemment associé à l'élite et il peut représenter en fait l'esprit animal qu'on associe à un individu, un prince par exemple. Donc on peut imaginer qu'une fois le prince décédé, on va sacrifier l'animal qui lui est associé. Et il y a un autre point donc, qui n'est pas du tout incompatible, c'est le fait que le jaguar et les grands carnivores en général accompagnent le défunt dans l'au-delà. D'autant plus que pour les Mayas et en Mésoamérique en général, le jaguar est un animal non seulement nocturne, mais un animal de l'inframonde. Pendant cette campagne, près de 30 sépultures ont été fouillées. Chacun des squelettes est remonté pour un examen qui évoque la médecine légale. L'enjeu est de renseigner les archéologues sur les conditions de vie des habitants de Nashtun. Pour Isaac Barrientos, l'anthropologue du projet, il s'agit aujourd'hui de faire connaissance avec une jeune femme de 25 ans. Au départ, ça m'intéressait de comprendre comment vivaient les populations anciennes, comment elles s'adaptaient aux différents écosystèmes, quels étaient les indicateurs qui affectaient leur santé par exemple, quelles sont les différences entre les squelettes, selon les statuts ou les rôles sociaux des individus. Ce qu'on voit sur les dents par exemple, ce sont les événements, les dysfonctionnements qui interviennent au cours de la croissance. L'émail des dents nous permet d'identifier ces altérations, puisque lorsqu'il y a un déséquilibre en cours de croissance, ça laisse une ligne. Ici, on peut voir au moins 2 lignes, qui nous indiquent 2 épisodes de perturbations majeures dans le développement de cet individu. Quelles ont été les circonstances de la mort de cette jeune femme? A-t-elle souffert de malnutrition? Son existence s'est-elle durcie au point de provoquer son décès? Sur l'ensemble des sites mayas, l'examen de dizaines de squelettes montre des signes de carence ou de stress dès la fin du 8e siècle. Au moment même où la plupart des cités monumentales se vident de leurs habitants. Comment expliquer cet effondrement énigmatique? Les archéologues s'interrogent depuis de nombreuses années sur cette disparition et ont avancé de multiples hypothèses. Des guerres endémiques entre les cités auraient affaibli les royaumes mayas. Des catastrophes naturelles comme les ouragans auraient effrayé leurs habitants. Des épidémies auraient décimé la population. À El Mirador, Richard Hansen défend une autre hypothèse pour expliquer l'effondrement de son site. Pour comprendre un effondrement, il faut comprendre les raisons du succès d'une civilisation. Il n'y a pas d'effondrement sans que les facteurs de votre réussite n'aient été détruits. Nous avons constaté par exemple qu'ils avaient des problèmes environnementaux. Ils ont subi une période de sécheresse, mais plus important encore, on a aussi trouvé des preuves d'une surexploitation des ressources naturelles. Par exemple, pour seulement effectuer la dernière couche de stuc de la pyramide du Tigre, il a fallu ratiboiser 600 hectares de forêt, jusqu'au moindre petit arbre, juste pour la dernière couche de cette construction.
Ce n'est pas comme s'ils ne voulaient pas revenir en arrière, c'est qu'ils ne pouvaient plus le faire. Ils ne pouvaient pas régénérer leurs champs, leurs ressources vitales étaient détruites. La machine économique était détruite. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, ce qui arrive à notre monde, c'est le même état d'esprit. Pour Richard Hansen, la surexploitation massive de la forêt a provoqué la perte d'El Mirador. À Nashtun, Lydie Dussol a voulu tester cette hypothèse et recueille pour cette nouvelle recherche des échantillons d'arbres que les Mayas utilisaient en priorité. Ça, c'est le Chico sapote, le fameux. Lydie veut savoir quelle est la quantité de charbon de bois émise par chaque espèce d'arbre. Puis elle compare ces résultats avec les quantités de charbon de bois recueillies dans les sépultures ou les habitations. Elle cherche à savoir si certaines espèces disparaissent au fil du temps. Une espèce en particulier, le Chico sapote, lui apporte un élément de réponse convaincant. Jusqu'à la fin de l'occupation, cet arbre est vraiment très présent. Or, c'est un arbre qui est caractéristique des forêts hautes et anciennes, donc ça pourrait vouloir dire que jusqu'à la fin de l'occupation du site, on a encore des parcelles forestières très anciennes à proximité relative du site. Mais pour moi, c'est clairement un indice qui remet en question l'hypothèse de la déforestation massive au classique terminal, donc entre 800 et 1000 après Jésus-Christ. Guerre intercitée, épidémie, catastrophe naturelle ou surexploitation des sols et de la forêt. Si à Nashtun, les scientifiques écartent désormais l'hypothèse d'une déforestation massive, ils s'intéressent de près aux effets des variations climatiques. Et le Marais, qui fut le témoin indirect de la vie de la cité, pourrait bien apporter la réponse qu'ils attendent depuis le début de leurs fouilles. Cyril Castanet est géographe et s'intéresse à un genre très particulier de vestiges. Bien loin des trésors de jade ou des céramiques polychromes. Ces prélèvements se font rarement dans le monde de l'archéologie maya. Pourtant, les sédiments qui se sont déposés au fond de l'eau pendant des centaines d'années peuvent laisser deviner bien des bouleversements. Là, on a deux couches différentes. Cette couche sombre et puis cette couche claire. Cette couche sombre, elle est constituée essentiellement d'argile et de dépôts organiques, de restes organiques, des débris de branches, des débris de mousse, etc. Et puis cette couche claire, avec une transition très nette entre les deux, elle, c'est essentiellement de l'argile grise. Quand on regarde d'un peu plus près, on voit énormément de restes de type coquilles de mollusques, des petits escargots. C'est des coquilles qui sont entières, très bien conservées, qui font 1-2 mm. Donc là, on a la mémoire de l'environnement passé et puis des changements environnementaux survenus dans le passé. Centimètre par centimètre, la lecture d'une carotte permet une remontée dans le temps. Pour Cyril, elle permet d'imaginer les transformations du paysage et du climat de Nashtun. Donc j'ai l'impression que concrètement, ici, on aurait le témoignage de la présence d'un lac pérenne, donc de l'eau toute l'année, et puis une évolution avec une transition vers un environnement de type plus continental, marécageux, terrestre, comme actuellement. Ce que je constate, c'est que la disparition de ce lac et puis le déclin local des sociétés mayas au niveau de Nashtun se passent à peu près en même temps. La disparition du lac aurait-elle entraîné la disparition de Nashtun? A-t-elle été provoquée par un changement climatique? Sur le terrain, les chercheurs traquent le moindre indice. Ouais, tes mollusques, ils sont où là? Là, ici, par exemple, des petits mollusques de 2-3 mm. Ça, c'est tout petit, d'accord. Ouais. Bon, ça veut dire que c'était en eau, là. Et ta transition ici, c'est 900 000 de notre ère. Donc le moment de l'abandon. Ouais, c'est ça. On a des transformations de civilisation, souvent quand il y a des grands renversements cycliques, climatiques.
Mais beaucoup de gens n'ont pas fait attention pendant très très longtemps aux effets létaux de crises courtes. Ce que les climatologues nous disent, c'est qu'à partir de 800, on est plutôt dans une phase de sécheresse croissante globale. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est à l'intérieur de ces phases générales d'assèchement progressif, les années qui sont vraiment dures. Hein. On parle autour de 810, autour de 860, autour de 910. Quand on ne récolte pas pendant 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas aller s'engager comme main-d'œuvre à Cancun, parce qu'il n'y a pas Cancun à cette époque-là. Donc on crève la faim, ou on fiche le camp, parce qu'on n'a plus rien à manger. Au tournant de l'an 1000, affectés par une succession de crises annuelles, les habitants de Nashtun débutent les rituels qui accompagnent leur départ de la cité. À de nombreux endroits du site, les archéologues découvrent les traces des gestes qui désacralisent les lieux de pouvoir et de résidence. Au pied d'un bâtiment dont la construction a été interrompue, un dernier trésor les attend. Une jarre miniature, emplie de 400 perles d'un coquillage rare, le spondylus, déposé généralement dans les tombes royales. Une véritable fortune pour les Mayas, dont l'abandon à fleur de terre reste inexplicable. Enfin, c'est peut-être un dépôt qui est fait à des maîtres de l'univers, en fait, à des maîtres de la crise à laquelle on succombe, et qui en même temps est une espèce de bouteille jetée à la mer, et c'est très beau. Les maîtres de l'univers n'ont pas entendu les suppliques des Mayas, ni récupéré cette bouteille à la mer. Un à un, les habitants de Nashtun quittent l'ancienne cité royale. Comme toutes ses grandes voisines, la ville n'a pas échappé à son triste sort. Plus de 1000 ans après l'effondrement de ses plus belles cités, la civilisation maya n'a pourtant pas disparu. Vivant principalement au Mexique, au Guatemala et au Belize, 8 millions d'hommes et de femmes mayas essaient aujourd'hui de préserver leur mode de vie, leur culture et au premier chef, leur langue. La famille des langues mayas compte aujourd'hui une trentaine de langues dont les origines prennent naissance dans une langue maya ancienne. Certaines sont en réel danger et ne sont plus parlées que par une poignée de personnes. C'est le cas du Maya Itza, que les écoles de San José tentent de faire revivre. Transmis depuis des centaines d'années, le Maya Itza risque aujourd'hui de disparaître. Le dernier aspect essentiel, c'est la tradition orale. Une tradition orale, c'est pas simplement des thèmes, c'est pas simplement des histoires, c'est pas simplement le contenu des histoires, mais c'est la façon dont on raconte. Et donc, quand on perd la façon dont on raconte, souvent, on perd finalement tout le message et aussi la part de savoir qui se transmet dans les conversations, dans les histoires, dans les mythes, qui sont, eux, très attachés à une langue. Aujourd'hui, des textos en maya s'échangent et les sites internet en maya se multiplient. Mais cette nouvelle dynamique cache une réalité plus inquiétante qui menace elle aussi l'identité maya. La forêt tropicale est devenue objet de convoitise. Chaque année, la forêt s'éloigne un peu plus de la communauté, mais c'est en partie dû à la déforestation qui a augmenté ces dernières années. Avant, on pouvait voir des arbres très grands et très épais. Maintenant, leur diamètre est devenu plus petit. Cela a eu un impact sur la forêt, mais aussi sur les animaux.
On en voyait plus avant. Aujourd'hui, ils se font rares. Au fur et à mesure, la forêt perd sa densité et on va en subir les conséquences. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et qui finit toujours par porter préjudice à la population et à la communauté. Et pas seulement à San José, mais en général. C'est quelque chose de très préoccupant. En 1991, notre objectif était de sauver la langue maya itza à l'école. Mais une fois les cours mis en place, on s'est rendu compte qu'il fallait sauver aussi notre culture et pas seulement notre langue. Et notre culture se trouve plus dans la forêt qu'au sein de notre communauté. Paris, 8 mois plus tard. Les membres de l'équipe ont regagné leur laboratoire. Une première surprise les attend. Les analyses des argiles de Cyril montrent que la date de disparition du lac est trop ancienne pour expliquer le départ des populations de Nashtun. Les raisons de l'abandon de la cité restent encore à trouver. L'aspect général de la ville, lui, se précise. Grâce aux mesures de la dernière campagne, Philippe et Dominique ont pu indiquer la couleur des temples, l'emplacement des jardins et de la forêt. Au niveau du rouge, est-ce qu'on reste sur un ocre comme ça vous convient? C'est une solution intermédiaire qui est pas mal parce qu'on n'est pas sûr que tous les édifices étaient peints en rouge. Jamais la représentation d'une ville maya n'a été aussi complète. Nashtun, la ville oubliée, fait son entrée dans le monde des grandes cités mayas. En nous montrant comment une civilisation se construit, décline et s'effondre dans un environnement qui se dégrade, elle nous envoie son dernier message.